Want the high-stakes stuff? The believe-the-hype stuff? The criminally good, emotional roller coaster, can't-believe-what-you're-seeing stuff? You know, the good stuff. AMC Plus has it all. Can't wait for the beginning of the end? Watch all new episodes of The Walking Dead 1 week early. Want to be chilled to the core? Set sail with The North Water, a thrilling Arctic drama starring Jack O'Connell and Colin Farrell. Plus, uncover gripping true crime content ad-free and on demand. Expect the epic with AMC Plus. Sign up today at amcplus.com. AMC Plus, only the good stuff. Allô ? Quelle joie d'entendre ta voix. C'est à moi que tu parles ? Allô, y'a personne au bout du fil ? On doit pas être sur la même longueur d'onde. Quelle est cette voix qui, dès l'aurore, si gracieusement me salue ? Très joli. En vert en plus. Qui est le tordu qui a dit ça ? Bienvenue dans Voix Ouf, le podcast qui met en lumière les métiers de l'ombre du doublage français. Aujourd'hui, on vous propose une émission spéciale consacrée à la version française de JoJo's Bizarre Adventure, et plus particulièrement la partie 5, Golden Wind. Cette fois, on n'accueille pas un seul invité, ni deux invités, mais trois invités comédiens. On a d'abord Alan Aubert-Carlin, directeur artistique de la VF et voix de Ghiaccio, si je ne me trompe pas. Salut Alan. Salut. Alors, on a Paul Bertin Hugo, voix de Narancia. Salut. Salut. Est-ce que je prononce bien ton nom ? Paul. Paul. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Et Laurent Blancpain, voix du grand méchant, le boss Diavolo. Salut. Salut. À nos côtés, comme d'habitude, celle qui possède le stand de reconnaître toutes les voix françaises, Manon Maroufi. Salut Manon. Salut. Alors avant de commencer, on vous passe un petit extrait de la VF avec le personnage de Giorno, joué par Marc Maury, et on en reparle après. Ah ! Ton stand n'a peut-être pas réussi à lui faire lâcher prise, mais surtout n'annule rien. Si tu veux tout savoir, ton pouvoir va même me donner un sacré coup de main. Mais t'es malade ! Tu risques de perdre tes jambes ! Oh ! Oh ! Mais qu'est-ce qui se passe ? L'arbre, Golden Wind a la capacité d'insuffler la vie dans ce qu'il touche. La croissance accélérée de cet arbre va rapidement l'amener à mourir. Alors voilà, c'était un extrait de JoJo's Bizarre Adventure, la partie 5, Golden Wind. Alors Manon, c'est quoi JoJo's Bizarre Adventure ? Et on va faire un petit récap pour les personnes qui auraient cliqué sur le podcast sans savoir même de quoi on va parler. Donc, pour faire très brièvement, JoJo's Bizarre Adventure, c'est une œuvre d'anthologie qui a été écrite par l'auteur japonais Hirohiko Akari, si j'essaye de bien prononcer son nom, et qui est en cours de publication depuis 1986, donc ça fait quand même un sacré bout de temps. Et d'ailleurs, à l'heure où on enregistre le podcast, il vient d'annoncer qu'il allait commencer une 10e partie. Donc il est encore loin d'avoir terminé, je pense qu'on va en avoir encore pour quelques années. Et c'est un des mangas les plus vendus au monde, puisqu'il y a plus de 100 millions d'exemplaires qui sont commercialisés. Alors, pareil où on parle, je pense que d'ici qu'il finisse, il y en aura encore des centaines, voire même plus. Et pour pitcher un petit peu l'histoire, on va suivre les aventures de la famille Joestar sur plusieurs générations, ce qui fait que chaque partie en fait, du manga se consacre à un personnage avec une époque et un contexte bien différents. C'est pour ça qu'on peut les commencer un peu dans l'ordre qu'on veut. Et là, en l'occurrence, Golden Wind, comme l'a dit Vincent, c'est la partie 5 et c'est la partie la plus appréciée et même la plus populaire auprès des fans. Merci Manon. Alors je me tourne vers Alan qui a dirigé la version française de JoJo's Bizarre Adventure. Est-ce que tu peux déjà dans un premier temps nous dire c'est quoi le rôle d'un directeur artistique dans un doublage ? Le rôle d'un directeur artistique, c'est de trouver les comédiens qui vont interpréter en français les personnages, la série, et d'essayer de proposer des comédiens qui ont une énergie et des voix qui matchent le plus possible avec à la fois le caractère du personnage et ce qui a déjà été fait en VO. Donc mon rôle, c'est de trouver ces comédiens, de les distribuer et ensuite en plateau de travailler avec eux l'interprétation de leurs personnages et de les diriger. Voilà, et c'est de prendre un parti pris sur une direction justement pour la VF, de donner une couleur à la VF pour une série. Ok. Et du coup, Paul et Laurent, est-ce que vous pouvez nous parler nous dire qui est votre personnage dans cette partie 5 et pourquoi vous les avez particulièrement aimés, pourquoi vous avez particulièrement aimé les doubler ?
Alors mon acolyte me fait un geste comme quoi je dois commencer, donc je commence. Je prête ma voix au grand méchant, Diavolo, que nous n'avons pas encore vu après avoir fini la partie 1. Alors si ce podcast sort après la sortie de la partie 2, donc on l'aura bien vu, il est bien présent. Il a cette particularité de cacher son visage, personne ne sait qui il est. Et il tient absolument à ce que cela reste comme ça. Voilà, parce que pour lui, pour bien diriger, il faut diriger dans l'ombre. Il dirige d'une main de fer cette organisation qui est comme un peu, on peut le dire, comme une sorte de Camorra, voilà, qui est une mafia du sud de l'Italie très puissante, qui donc notamment fait du trafic de drogue. Voilà, ce qui ne plaît pas beaucoup au héros principal, comme on l'a vu dans la partie 1. Mon personnage est complètement fou, enfin, je pense qu'on peut dire qu'il est schizophrène à un degré très très élevé. Déjà ça c'est super intéressant. Il est très charismatique, il est très, moi je dirais très shakespearien d'ailleurs, c'est un peu comme ça qu'avec Alan on l'a abordé. Il est très très Alan le voyait comme ça aussi, voilà, quand on s'est rencontrés, donc on a cherché le personnage, on a fini par trouver quelque chose, je pense, d'assez shakespearien pour la série. Et il y a d'autres moments où là je veux pas spoiler, mais où il est un peu moins shakespearien. Il y a un peu plus, on découvre un peu d'où il vient, c'est expliqué un peu dans la série, et j'ai trouvé que toutes ces facettes du personnage sont super intéressantes, quoi. Et puis c'est comme le grand méchant, c'est la classe. Voilà. Et puis il est pas seul dans sa tête. Non, et dans son corps. Voilà. Toi, Paul, on peut dire aussi que Narancia est quelqu'un d'un peu déjanté aussi. Ouais, j'allais le dire, il y a des similitudes avec Diavolo sur le côté schizophrène. Non, que dire, moi je joue donc Narancia, je l'ai bien dit. Le personnage le plus sanguin, le plus nerveux, je pense, qui est donc un des soldats de Bucciarati, si je ne dis pas de bêtises, qui est un des lieutenants de cette grande mafia dont on parlait tout à l'heure. Je suis le plus jeune de la bande, je parais être le plus jeune de la bande. Un peu je sais pas si on a le droit de dire des gros mots, mais peut-être un peu le plus con. Voilà. Faut le dire clairement, mais. C'est l'extrait qu'on va passer après, tu peux. Ouais. Mais non, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire parce que effectivement, Alan m'avait dit, c'est un mec très nerveux, joue le plus nerveux au maximum pendant les essais. Quand on m'a dit ça, moi c'est toujours un plaisir parce que c'est ce qui me se rapproche le plus de moi. Donc voilà. Surtout que la scène des essais, c'était la scène de la voiture. Ouais. Où je me suis cassé la voix en 5 minutes. J'ai tout donné. Non, voilà, c'est quoi? Il y a d'autres choses à dire sur Narancia dans ce groupe-là? Non, je crois que c'est le. Justement, avant de peut-être continuer sur les personnages, un petit extrait de Narancia qui, dans ses œuvres. Fils de chien! Bordel, mais je pisse le sang à cause de ce crevard de mes deux! Bâtard de ta race! Je vais te saigner! Je vais te faire bouffer tes morts, t'entends? Oh, je suis mal barré! Tu t'en tireras pas, fils de chien! Ah, le Lopez, quoi. Bouffer tes morts. On voit tout de suite toute la truculence du personnage, pour être. mais alors justement, est-ce que à la base, moi je l'ai pas vu en VO. Comment on adapte justement une envolée lyrique comme ça, que ce soit au studio, on invente nous-mêmes les insultes ou sont présentes au. Non, alors moi je n'ai pas adapté. Jojo, il y a des auteurs pour ça. Non, il travaille à partir d'un script qui est fourni par les Japonais. Alors je sais pas si le script était fait à partir des sous-titres ou pas, mais en tout cas non, ils travaillent à partir d'un script et après ils adaptent et nous en plateau, moi j'aime bien, on a réécrit un petit peu avec les comédiens pour essayer de varier un peu le langage fleuri, surtout pour Narancia, non pour tout le monde en fait, mais parce que c'est un peu toujours les mêmes insultes qui reviennent et au bout d'un moment on perd en saveur, ça peut être plus fun, plus drôle et tout dépend de la situation et de l'adversaire. On s'est amusé à adapter les insultes aussi selon l'adversaire qui est en face. Et est-ce que justement, Paul, quand t'as vu
quand tu as découvert ce personnage, quelle a été ta réaction? Est-ce que tu as eu peut-être un peu peur de te lancer dans un personnage qui est compliqué, qui a beaucoup de dialogue aussi? C'est très bavard quand même, Jojo. Donc est-ce que tu te lances plutôt instinctivement ou comment ça se passe pour toi? Le doublage de base, moi ça fait quelques années que j'en fais, je suis pas actif à 100% dedans, j'en fais pas non plus énormément, mais de ce que je sais, c'est que de base c'est de l'instinct. Parce qu'en fait t'as pas le temps de réfléchir. C'est ce qui pourrait être problématique dans ce milieu où tu dis, beaucoup de copains me disent mais attends, mais on t'envoie rien à l'avance, t'arrives en studio et tu découvres sur le moment. Et en fait c'est ce qui est bien, c'est que t'as pas le temps de stresser. Et en fait on te passe la piste une fois, deux fois, il faut se lancer, donc t'as pas le temps de réfléchir. L'avantage des insultes pour moi, parce que je fais beaucoup de théâtre aussi, le côté énervé est pour ma part plus facile à faire. Donc Narantia, c'est un petit cadeau qu'on m'a donné. Moi je me suis... j'ai dit Narantia, faut couper. Narancha, c'est un petit cadeau qu'on m'a donné. Je me suis régalé, j'ai stressé peut-être les 20 premières minutes de la journée parce que effectivement t'as pas eu le temps de le préparer en avance, donc il faut s'approprier le personnage. C'est ce qu'on disait, il y a un côté VF qui est différent de la VO et ce que j'aime bien dans l'animé aussi, c'est que tu peux vraiment te créer ton propre personnage. C'est pas comme je trouve le ciné ou les séries où tu dois te rapprocher le plus d'un acteur. Là c'est de l'animé, donc tu peux vraiment te créer quelque chose de différent. Donc non, pas de stress et pas d'appréhension, ça se fait sur le moment, donc je me suis bien éclaté. Toi aussi, Laurent, t'es plutôt instinctif? Oui, c'est comme tu dis, Paul, on n'a pas le temps de réfléchir, donc faut y aller. On a quand même pris le temps avec Alan la première fois, notamment aussi parce que c'était la première fois qu'on travaillait ensemble, de se rencontrer, quoi. Donc, et puis de poser ce personnage, un truc vraiment très enveloppant. Mais une fois que c'est parti, et puis il y a des moments où tu y vas. Et je trouve que les insultes, ça vient, comme elles sont très, très senties. Dès qu'il y en avait une qui faisait un peu surannée, où tu vois, on essayait un peu parfois de la changer parce que pour avoir un truc un peu plus réel, un peu plus parce que ça en tant que comédien ça nous ancre tout ce qui nous rapproche et notre réalité, surtout si ça se passe aujourd'hui. Il a beau être shakespearien, quand il balance une insulte d'aujourd'hui, c'est une insulte d'aujourd'hui, quoi. Je vais te faire bouffer tes morts, je pense, comme on a entendu, c'est c'est un truc super actuel, en plus c'est drôle, Paul, ça a dû, je pense, te rapprocher d'une réalité, quoi. C'est sorti naturellement. Mais c'est adapté à chaque personnage. Diavolo ne dirait pas je vais te faire bouffer tes morts. Oui. Non, ça ne passerait pas. Donc et puis je sais pas, ça va faire moi aussi quelques années que j'en fais. Je fais pas exclusivement ça, mais au bout d'un moment, je sais pas, moi ça fait 3 ans que j'en fais à peu près du doublage. Au bout d'un moment, le côté technique, tu l'as, donc ça te permet de te libérer, quoi. Et puis de pas avoir le temps de réfléchir, ça a ses avantages aussi. C'est vraiment et puis je suis totalement d'accord avec toi sur le côté création de personnages en dessin animé plus largement, et en manga c'est dessin animé mais avec d'autres codes, mais ça reste du dessin animé, tu peux vraiment créer un personnage, quoi, et ça c'est très agréable. Je trouve que il y a le côté création en plus. Et justement les personnages de Jojo ils ont des failles, ils sont pas que, ce qui est bien c'est on sait pas trop s'ils sont méchants, s'ils sont gentils. Il y a je trouve qu'il y a ils ont une palette de jeux assez forte. Et est-ce que pour vous jouer un méchant, quelqu'un d'ambigu, c'est plus jouissif qu'un héros? Tu me vois Je dis vous en général. Ah d'accord, ok, pardon. tu me regardais, tu me vois, tu peux me vous voyez. Parce que toi tu joues ça grand. Me plaît. Non, vous vois moi. Le Diavolo dans toute sa splendeur. Vous vois moi. C'était plusieurs dans sa tête. C'est vrai. Donc jouer un méchant, toi c'est plus jouissif pour toi? Oui, complètement. Enfin, de manière générale, parce qu'en fait il y a plus de, justement, la palette est plus grande. Et puis c'est surtout aussi parce que tu ne joues pas des choses que tu jouerais dans la vie, quoi. Tu peux pas vraiment te permettre. Je ne suis pas baron de la drogue dans la vie. Donc, quelle déception. Non, mais voilà. Alors dans la vie, tu peux aussi jouer des gentils que tu ne jouerais pas, que tu n'es pas toi. Mais les méchants, c'est comme moi, je pense à Richard III. C'est un des rôles que j'ai vraiment vraiment envie de jouer un jour. Alors je suis très grand et je me tiens très droit, mais je ne désespère pas. Un jour, ça arrivera. Pour info, Richard III, il est petit, bossu. Voilà. Mais ça, c'est l'avantage du théâtre. Mais jouer des méchants, ça a ce côté, tu joueras jamais ça. Donc c'est très intéressant. Tu voulais dire un truc?
Ok. Parce que quand je t'ai vu. Et puis juste pour compléter ce que dit Laurent, ce qui est intéressant notamment dans JoJo, c'est que c'est pas, je trouve que c'est pas le schéma classique d'une série d'animation japonaise. C'est que on est un peu plus ancré dans quelque chose de. Les personnages sont plus complexes et plus réels. Et c'est pour ça qu'en termes de jeu, on a vraiment tous travaillé pour que ce soit le plus senti et le plus naturel possible. Ouais. Et j'allais dire un truc, mais à chaque fois j'oublie. Oui, justement, est-ce que avant de vous lancer dans cette aventure, vous connaissiez ce manga, cet animé, ou vous avez découvert et... Oui, non. Je connaissais de nom, en fait, mais non, pour être complètement honnête, je n'avais jamais vu. Jamais vu, jamais lu. Voilà, je suis pas forcément un client pour l'animation japonaise. J'en ai vu ado, comme Dragon Ball, Olive et Tom. Enfin, je pense un peu les classiques qu'on a tous regardés. Mais non, je suis pas. C'est pas ce que je regarde. Après, je prends beaucoup de plaisir à travailler sur ce genre de projet. Mais donc, je connaissais de nom, mais j'avais jamais vu. Et vous non plus? Non, moi je connaissais pas. Je suis un peu comme Alan, je connais les classiques, même si on dirait que Jojo est un classique. Mais je connaissais les animés connus, mais pas les reconnus, on va dire. Donc tout ce qui est Jojo, enfin tout cette bribe-là, je connais pas. Et j'avais jamais lu, j'avais jamais vu. Et je me suis éclaté à le faire, donc je suis content d'avoir découvert ce projet. Vraiment. Moi, pareil, j'ai commencé avec les classiques, puis j'ai un peu continué par contre. Voilà, moi, par exemple, je suis très très fan de Ghost in the Shell sur toutes les séries. Je trouve que c'est exceptionnel, mais par contre tout ce qui est shonen, c'est vrai que j'ai un peu abandonné quoi. Vous savez, c'est le schéma classique genre du jeune qui progresse et tout. Petit héros. Ouais, voilà quoi. C'est plus pour un public d'ailleurs qui n'est plus moi. Ça l'a été avec Dragon Ball Z, avec d'autres trucs, avec Hunter x Hunter aussi. Plus le manga à papier parce que c'était mon époque. Et après j'ai fait une grosse pause. Puis là, ça fait 3 ans maintenant, j'ai rencontré une bonne bande et puis ils m'ont remis au manga, donc ils sont un peu plus jeunes et donc du coup j'avais vu Jojo 1, 2, 3 et puis je m'étais arrêté et là je t'ai contacté pour Jojo partie 5 et donc on a eu une petite séance et entre ma première et ma deuxième séance j'ai tout regardé pour voir donc ce que c'était et je trouve que c'est de mieux en mieux Jojo quoi. Il y en a une que j'ai pas vue, voilà. Mea culpa. Ok, d'ailleurs justement on va écouter un petit extrait de ton personnage Diavolo qui est cette fois qui est dans son côté shakespearien un peu dont tu parlais. Il devrait avoir reçu les instructions. Récupérer le disque, sans quoi il sera difficile de venir à ma rencontre. On garde le plus important pour la fin. Ramenez-la moi, ramenez ma fille Trish. Ça, c'est la partie 1 ? Oui. Ah, je me souvenais pas. J'ai l'impression que c'était la partie 2. C'est des coups de fil qui passent au début et puis il apparaît très brièvement. Oui, parce que moi j'ai surtout le souvenir de la scène de fin avec Bucciarati. Et oui, d'accord. Ok. C'est l'épisode 18 où il explique voilà, qu'il faut l'épisode 18, c'est l'épisode. C'est après le train, non ? Ouais. C'est avec Babyhead. On profite pour. Non, et j'en profite parce que je remarque qu'en fait, moi je l'attendais beaucoup la VF de Diavolo parce que on entend sa voix avant de voir son visage. Du coup, c'était hyper intéressant, je trouvais, de pouvoir faire cette comparaison VO-VF parce que, alors honnêtement, j'ai plus aucun souvenir de sa voix en VO, mais plus du tout, parce que maintenant j'entends la tienne, Laurent, et j'ai du mal à visualiser Diavolo avec autre chose. Mais cool. Ouais, il fallait vraiment Non, mais c'est dire qu'il fallait une prestance quand même incroyable parce que c'est un personnage qui est très, comme tu l'as dit, shakespearien, donc beaucoup de charisme, beaucoup de prestance, et il fallait une voix à cette hauteur-là, pardon, et ça marche. Voilà, de réécouter l'extrait, ça marche quoi. Moi j'ai peur de ce mec-là, rien que de l'entendre. Voilà. Super. Je n'irais pas lui chercher des noises quoi. On voit pas son visage, on sait pas s'il fait 1m50, s'il est frêle, ça se trouve. Enfin voilà, il a une carrure ridicule et boss de la mafia. Enfin on pourrait l'écraser quoi. Mais rien que cette voix-là, non. Je pense que il te dit bonjour, tu fronces les sourcils et tu recules. Voilà. Mais c'est intéressant parce que je trouve que Laurent justement lui apporte cette prestance, mais sans jouer le méchant. Oui, c'est assez naturel. Ça m'intéressait pas qu'on aille du côté du méchant.
il est lui, enfin naturellement il en impose. Enfin moi c'est ce que j'ai ressenti en VO, et je trouve que Laurent arrive vachement il est inquiétant comme tu le dis, surtout quand on le voit pas. Quand il parle derrière Bucciarati, que ça résonne dans la crypte, enfin c'est angoissant. Oui, c'est angoissant, mais en même temps c'est vaporeux. Il y a quelque chose de ouais, comme si quelque chose d'intouchable. Enfin, je sais pas comment dire, mais je trouve que Laurent a vachement bien amené ce côté ce que j'étais bien imposant. Mais vraiment, non, vraiment, je suis ravi. Enfin, je l'ai vu, j'étais un peu comme ça en train de manger. Parce que je veux bien surtout cette scène à la fin dans la crypte et tout, et ouais, ça rend bien quoi. Donc je suis content. Ouais, merci cool. En tout cas, c'est cool. Alors, on écoutait tout à l'heure dans l'extrait Marc Maury dans le rôle de Giorno. J'aimerais qu'on parle un peu de, comme c'est le personnage principal, de savoir pourquoi l'avoir, qu'est-ce qui t'a donné envie de le caster lui, et comment t'as approché ce personnage pour sa voix française. Le personnage de Giorno, ça a été pour moi le personnage le plus complexe à approcher en préparation, parce qu'il est jeune, qu'il n'a pas un physique de jeune, comme très souvent dans Jojo, et qu'en même temps, vocalement en VO, je le trouve pas si jeune que ça. En fait, c'est comme dans la vie, ça varie. Parfois, dans la vie, on part dans les graves, des fois dans les aigus. Donc, une voix, c'est pas juste une voix jeune, une voix vieille, une voix. Donc, il est assez complexe parce qu'il est c'est un personnage très réfléchi, très intelligent, très observateur. C'est pas le héros de base qui fonce dans le tas, ou le côté chevaleresque, un peu comme dans la partie 1 avec Jonathan. C'est pas non plus comme Joseph, où Joseph c'est le trublion, le rigolo de service. Giorno, il est vraiment c'est le calme, l'observateur, et il a en VO un jeu et une voix qui est assez agréable à écouter. Et du coup, quand on a travaillé sur le casting, donc il y a plusieurs comédiens qui ont été présentés. J'ai présenté toutes sortes de comédiens aux clients, des voix plus jeunes que Marc, des voix plus lourdes, et Marc qui était un peu l'entre-deux. Et Marc a vachement compris en fait le personnage, et c'est, je trouve, un superbe comédien que j'ai découvert au théâtre. C'est un excellent comédien de théâtre. Et le théâtre, c'est un peu comme Laurent, comme Paul. D'ailleurs, Paul, on s'est rencontrés au théâtre aussi. Donc, c'est un peu notre berceau. Enfin, je crois que c'est le berceau de plein de comédiens. Et je savais que Marc arriverait à interpréter toute la complexité de Giorno. Et après, ça a été une discussion avec le client. Marc a été choisi par le client. Et puis après, il a fallu travailler en plateau, comme avec tous les comédiens. Voilà. Après, pourquoi Marc ? Pourquoi pas ? Je sais que j'ai vu des retours un peu mitigés sur la VF de Giorno, avec un peu, alors il y en a qui adorent, et d'autres c'est un peu une voix de daron. Parlons de Jotaro. Il y a de la majorité des personnages, en fait, ils ont des voix qui sont de toute façon en japonais, très souvent, soit les voix sont très très aiguës comme Narancia, où la première fois que j'ai écouté Narancia, j'ai cru que c'était une femme, ou alors des voix très lourdes. Et Marc s'est vraiment approprié le personnage, et j'ai hâte que vous le découvriez dans la partie 2, parce qu'il a vraiment pris toute sa place. Voilà, petit à petit, ça a pris un peu de temps pour bien trouver et bien enfiler les pantoufles de Giorno, et dans la partie 2, c'est vraiment, vraiment, vraiment vénère ce qu'il fait. Voilà, il s'est donné sans compter, donc ça, à partir de là, merci Marc et bravo. On a vraiment hâte de découvrir ça. Et d'ailleurs, Paul, tout à l'heure, tu parlais de la prononciation des mots, des noms en italien. Et j'aimerais qu'on revienne un peu là-dessus, parce que je trouve que c'est, pour une fois, tout est nickel au niveau des prononciations de noms italiens. C'est parfois compliqué. Bucciarati, la façon dont c'est écrit, si t'as pas fait l'italien, tu peux vite être largué. Comment ça se passe, ça ? Est-ce que c'est toi, Alan, qui t'occupe à ce que tout soit bien prononcé,
Ou vous, de votre côté, vous devez aussi faire un travail en amont pour bien prononcer. Comment ça se passe ? J'y vais, c'est ça. Alors, ce serait mieux. En amont, j'ai une feuille de prononciation qui est donnée par le client sur des prononciations à respecter, où il y a parfois des erreurs. Donc là, c'est moi qui parfois prends la décision d'aller contre une prononciation qui est écrite sur la fiche parce que je sais qu'elle est fausse. Et puis j'ai des origines italiennes. Donc voilà, il y a des noms où je savais que ça ne se disait pas comme ça. Voilà, tout simplement. Puis après, on a travaillé. Et le but, après, même s'il y a une erreur de prononciation sur un personnage ou sur un nom, le plus important, c'est de veiller à ce que tout soit cohérent entre les comédiens. Peu importe si on dit un nom plus qu'un autre, parce que peut-être que ça reste un nom propre. Donc, il n'y a pas vraiment de prononciation, d'orthographe. Donc, le plus important, c'est que ce soit cohérent dans toute la série. Que tout le monde prononce le même nom. Et après, s'il y a une erreur, il y a une erreur, c'est pas la fin du monde. Mais on est tous vigilants en plateau pour qu'il y ait une cohérence. On demande en général. Ouais. On se gourre, on redemande. Enfin, moi. Au bout de la 3e fois, j'arrive à bien le lire, quoi. Ah oui, du coup, t'as eu plus des difficultés. Non, ça peut arriver parce que, comme je te dis, t'as la boucle qui arrive d'un coup, donc il y a tellement d'informations que retenir un nom, on se trompe. Mais... Surtout quand c'est écrit par Narantia, quand on est dans le feu de l'action, dans le jeu, on a tendance à dire Narantia. L'avantage, c'est que le perso que je dis le moins bien, c'est le mien. Donc comme je le dis pas trop, ça va sur les épisodes. Non, mais c'est vrai. J'arrive pas à le dire. Alors on a un autre petit extrait à écouter. Paul. Pardon, je devais la faire. Je devais la faire. Heureusement, on a évité le Buxiarati, genre de truc. Alors, on va écouter un autre petit extrait. Cette fois, c'est toi, Alan. Oui. Parce que Qu'est-ce que j'ai fait ? Yes. Tu as fait un des méchants qui s'appelle Ghiaccio. Je prononce bien là aussi. J'ai fait italien moi aussi à l'école. Falloir que je me débrouille pour les rattraper. Comme le dit l'expression, je suis prêt à remuer ciel et terre pour les retrouver. Remuer la terre, ça va, j'arrive à visualiser. Il y a des racines, il y a des pierres. Le ciel, par contre, t'as beau essayer, tu peux même pas le toucher. Alors comment t'es censé remuer le ciel si tu peux même pas le toucher ? C'est des conneries ! C'est complètement débile ce truc ! C'est n'importe quoi ! Bordel ! Le ciel ! Ça se remue pas ! Quelle expression à la con ! Bordel de putain de chien ! Alors c'est génial, on a du mal en écoutant certains extraits, dont celui-là, de se dire que... Oui, non mais aussi que tu... le rôle du comédien qui est de complètement se fondre dans un autre personnage. Parce que on est obligé. On est obligé, ouais. Là, c'est hallucinant. Je trouve que justement, même quand on est fan de VF et qu'on connaît un peu la voix de certains, moi, je me suis laissé emporter sans me dire tiens, c'est telle personne qui joue telle personne. C'est ça qui est fou. Et toi, justement, déjà, pourquoi tu as voulu faire ce personnage ? Qu'est-ce qui t'a plu ? En fait, c'est un personnage qui était pas très présent et qui m'amusait beaucoup quand je l'ai vu. Et de base, je savais pas trop à qui le donner. Et le client m'avait dit que ce serait drôle que je fasse un petit quelque chose dedans. Et je me suis dit, je vais essayer de faire Ghiaccio. Et en fait, on me donne souvent des rôles de barge, que ce soit en... Parce que j'ai l'air très calme comme ça, mais quand je joue, que ce soit au théâtre ou en doublage, j'ai beaucoup d'énergie. Donc on me donne souvent des rôles complètement fêlés et j'adore ça. Et quand je l'ai vu, quand j'ai entendu ce que faisait le mec en VO, je me trouvais rigolo de relever le challenge d'essayer de faire au moins aussi bien que le mec en VO. Et puis moi, ça m'éclate, ça m'éclate. Et je crois que j'ai même un peu... Enfin, non, c'est même pas je crois, j'ai un peu improvisé sur ce rôle. Tout n'était pas écrit sur la bande rythmo. Donc c'était drôle et le client, je sais qu'il me faisait confiance à 100% pour toute la VF. Donc on s'est permis avec tout le monde de toute façon des petites choses, des petites libertés. Et avec Ghiaccio, oui, il y a des petites choses que j'ai rajoutées
Quelle expression à la con, putain de bordel de chiottes, ça je crois que c'est très écrit. Je crois que ça c'est moi qui l'ai rajouté. Et justement, tu parlais de clients et apparemment, pour les prochaines parties, la VF change de client. Est-ce que pour la partie 6 ouais, comment ça se passe à ce niveau-là? Est-ce que tu penses qu'il y a des chances que le client demande à changer tout le cast ou c'est toi malheureux. Il va nous porter la poisse lui. Non, je sais pas, c'est Netflix. C'est Netflix qui a l'exclusivité de la partie 6. Écoute, Inch'Allah comme on dit, j'espère qu'on va m'appeler et j'espère que le cast ne sera pas changé. De toute façon, ce serait se tirer une balle dans le pied parce que je crois que le personnage de Jotaro est dans la partie 6. Donc, comme il a déjà. C'est le père de l'héroïne. Voilà, donc il a déjà une voix française. Donc, ce serait vraiment. Je pense que Netflix va être attendu au tournant aussi là-dessus. Parce que beaucoup de gens ont peut-être découvert Jojo justement parce qu'il y a une VF qui a été faite et vont regarder la partie 6 en espérant avoir le même niveau de qualité. Et si Netflix décide de changer la DA, ça peut se ressentir. Et encore pire s'il modifie les comédiens alors que c'est des personnages qu'on a déjà vus. Pareil, Inch'Allah, j'espère. Non, j'espère qu'ils feront appel à la même équipe. Ce serait dommage, effectivement, de changer. Surtout que j'ai commencé, pour le coup, à lire la partie 6. J'étais très curieux de savoir ce qui attendait. Et l'histoire... Déjà, je suis très heureux que Jojo soit une femme. Pour une fois, j'ai très envie d'aborder cette partie, même en tant que dans la direction artistique, c'est très intéressant d'avoir une héroïne badass, une Jojo. Je trouve ça très fun et que ça se passe en prison. Et rien que le tome 1, il y a des passages à crever de rire. Donc je me suis dit, ah non, mais j'ai tellement hâte de bosser dessus. Donc j'espère qu'on m'appellera. Est-ce que tu vas demander aux comédiens de s'habiller comme les personnages? Bien sûr, et de taper des pauses. C'est ça. Les fameuses pauses Jojo. Oui, c'est ça. Parce que oui, c'est ce qui est une des marques de fabrique de ce manga et de l'animé, c'est les Jojo poses et leurs vêtements. Parce que je crois que le créateur, si je me trompe pas, est fan de mode et de pop culture. Donc c'est bourré de références. Ouais. Et c'est hyper intéressant. Et de musique aussi. Et de musique. Notamment, c'est ce qui est un peu décrié dans la VF ou les sous-titres, c'est les noms des stands qui sont des vraies références à des groupes musicaux. Je trouve ça hyper cool, quoi. On avait une question d'ailleurs là-dessus, parce que en France, vous n'avez pas pu prendre les vrais noms de stands. Non, hélas. Et est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi Oui, tout simplement pour une question de droit. Et je tiens à préciser, puisque vous nous donnez la possibilité de le faire, je vois beaucoup de gens qui critiquent donc le client, Kazé, Crunchyroll, en disant oui, mais s'ils n'ont pas les droits, pourquoi faire une VF? Mais attention, ce n'est pas Kazé qui n'a pas réussi à avoir les droits, c'est les Japonais qui nous disent non. Vous n'avez pas le droit d'utiliser ces noms, c'est une exclusivité pour les Japonais. C'est pas qu'on pourrait se battre pour avoir les droits, c'est que les Japonais, c'est niet. Et c'est les Japonais qui nous imposent ces noms-là, les Zipperman, machin. Évidemment, on préférait dire Sticky Fingers ou Aerosmith ou Spice Girl. C'est pas pour... Enfin voilà, on spoil rien, mais vous verrez dans la partie 2. J'étais fou qu'on puisse pas dire Spice Girl Wannabe pour Trish. J'ai trouvé ça excellent, ça m'a fait crever de rire. Et qu'il y a un petit truc qui change, mais malheureusement, c'est ni du fait du client, ni du nôtre. Ce sont les Japonais. Okay. Donc il faut écrire aux Japonais. Nous on fait ce qu'on peut avec ce qu'on nous donne. Ok. Alors avant de passer au petit quiz de Manon, j'avais une dernière petite question pour toi en tant que directeur artistique. Est-ce que pour toi, quelles sont les 3 clés pour un bon doublage? Des bons comédiens, un bon texte, des bons auteurs, une bonne adaptation. Puisqu'il ne suffit pas de traduire, il faut vraiment adapter. L'adaptation est très importante. Et bon comédien, bonne adaptation, et j'ai envie de dire aussi, parce qu'on les oublie trop souvent, bon ingé son. Un ingé son peut faire toute la différence, vraiment, en plateau. Donc quand je dis ingé son, je parle également du mixeur, puisque un mauvais mix peut foirer une VF. Donc je ne sais pas si vous êtes d'accord. Oui, c'est vrai. Bon comédien, bonne adaptation. Parce qu'une mauvaise adaptation peut nous foutre dedans en tant que comédien, vraiment. Et bon ingé son.
Et j'ai, pour le coup, sur JoJo, que ce soit la partie 1, partie 2, partie 5, j'ai eu un super acolyte que j'embrasse, qui s'appelle Erwan, voilà, qui a enregistré et mixé JoJo et qui est un formidable partenaire de jeu. Voilà. Ok, super. Et ben, sur ces paroles, on va passer maintenant au quiz de Manon. Je rajouterais juste un 4e point, c'est un bon DA, voilà, c'est ça, une bonne direction aussi. Je pense qu'on peut avoir un bon texte, des bons comédiens et un bon mixage. Si on n'est pas bien dirigé, ça pose bien problème. sûr, mais après, il n'y a pas qu'un bon DA. Chaque DA a sa vision. Après, elle peut être mauvaise, mais il y a plusieurs visions qui peuvent être bonnes aussi, différentes, mais bonnes, je pense. Alors qu'un mauvais comédien, s'il est mauvais, il est mauvais. C'est ça. Voilà. Une bonne ambiance aussi, une bonne ambiance. Une bonne ambiance, ouais. Ça joue. Exactement. Donc on va voir justement s'il y avait bonne ambiance et si ça vous a donné envie de regarder la série, puisque j'ai des petites questions à vous poser. Savoir si vous êtes venu juste encaisser le chèque ou si vous êtes un petit peu intéressé quand même. Moi c'est les thunes, je l'annonce. Moi j'allais dire pourquoi cette dichotomie, mais toi, c'est les thunes. Donc j'instaure une petite compétition entre vous trois. Toi t'as pas le droit de répondre parce que alors c'est centré sur quelle partie? C'est centré sur la partie 1. J'ai essayé d'éviter le petit spoil. Donc, de Golden Wind. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Golden Wind. De délai. J'ai tout vu, je suis au taquet. J'ai vu toutes les parties. On peut donner un handicap de 2 secondes où il a pas le droit de parler. Je vais semblant de trouver, moi. J'ai pensé à ça exprès. Je me suis dit, je vais faire que la partie 1 de Golden Wind parce que logiquement, tout le monde l'a plus ou moins vu ou est au courant de certaines choses. Donc il y a 10 petites questions et celui qui gagne, c'est l'honneur, quoi. Bon, on se casse. Je pensais qu'il y avait de la thune en jeu. Mais... Alors, première question. On va parler de Paul Pau, qui est quand même un personnage assez... covidien. Moi je trouvais que ce qu'il avait sur la tête ça ressemblait étrangement au Covid, donc je l'ai vu à la bonne époque, mais bon bref. Donc Paul Pau c'est un lieutenant de la mafia et il meurt d'un coup de pistolet que Giorgio a changé en fruit. Quel fruit? Je réponds ou je vous laisse? J'ai des propositions si jamais après vous séchez un petit peu. J'allais le tenter. La banane. Parfait. Je l'aurais tenté la au banane. pif. Voilà. Non, oui, par contre je vais noter les points parce que Paul Pau qui est doublé par Patrick Pelgrim et qui est incroyable. Moi j'ai adoré ce personnage. C'est dommage qu'on l'ait pas vu plus longtemps. Hop, 1 point. Attends, on parle de la première partie de Golden Wind. Ah bah oui, je l'ai vu. Je pensais que tu parlais de la saison 1. Non, oui, non. La banane bien sûr, dans la cellule. Voilà. Oui, je l'ai vu. Voilà. Ok, non, c'est bon, je peux jouer. Je pensais qu'on était sur la saison 1. Okay. Non, je me serais pas permise enfin. Parce que Laurent m'a aidé, mais non. Je l'avais vu. D'accord. Bon, là, on fait un vrai quiz. Ok, c'est bon. Tu fais bien d'être au taquet parce que la prochaine question, elle est pour toi. Okay. Quelle est la multiplication exacte qui pose problème à Narancia lors de son cours de maths avec Fugo? Oh les bâtards. Je peux te donner des propositions si jamais. Ouais, je veux bien. Ok, j'ai 28 x 19. Ok. 43 x 20. Non. 16 x 55 ou 22 x 68. Je dirais 28 x 19. On a 50-50. Ouais, c'est ça. C'est mon dernier mot. C'est ton dernier mot? 28 x 19. Perdu. C'est 16 x 55. Ah bon? Oui. On l'a pas changé dans la VF hein? Non. C'est à l'écran, donc ça aurait été difficile. Eh merde, 16 x 55. T'avais du mal à dire 17. Je peux t'accorder. C'est son personnage. Hein. C'est Narancia. Voilà. Fugo serait là, il dirait c'est quoi? C'est de débile mental. Je peux t'accorder un point bonus si tu te rappelles du résultat qu'il a trouvé. Ça fait 16 x 55. J'aurais dit 13. 28. Ah merde. Dommage. Je croyais que c'était 12. Moi. Ouais, donc le niveau de Narancia est partagé par les 3 comédiens. Il y a du soutien. Ok, là tout le monde peut répondre logiquement. Dans quelle ville d'Italie se passe le début de la saison? Parce qu'ils font un périple à travers l'Italie, mais l'histoire commence dans quelle ville? Ah, attends, ça sous. Oui, c'est ça, c'est Naples. Ouais, bravo. Moi, j'avais oublié. Bien joué. On fait de nul. Je t'emmerde. C'est ma ville préférée. C'est vrai. Du monde entier. Ça m'a très donné envie de voyager personnellement. Les décors de JoJo étaient incroyables. De combien de membres se compose l'équipe des assassins? Alors, attends. Je donne la victoire à celui qui peut me donner tous les noms des assassins. Est-ce qu'on compte les 2 qui... Bien sûr. Ah d'accord. Ah, attends, 1, 2, 3...
7. J'aurais dit. Non, attends. Il est pas loin. 8. 10. J'aurais dit 5, moi. Mais On a compris, les maths, c'est pas. Ah non, c'est t'es pas fort. mal tombé. Hein. Moi, j'étais plus proche de 9, je pense. C'est ça, c'est 9. Ouais, bravo. Au hasard, arrête, non, il a tout regardé. Moi, ça fait 1 an que j'ai pas vu. T'as les noms? Alors, les noms, je les ai. Vas-y. Enfin, je crois. Bah, Alors, t'avais le nombre exact. Oui, mais le temps de compter, de réfléchir. Attends. Je les ai peut-être pas tous, mais gelato, sorbet, ghiaccio, formaggio, il y a risotto, pesci, prosciutto. Il me manque 2. Attends. Il y a qui d'autre contre qui il se fight Merde, il m'en manque 2. C'est pas les 2, tu sais, avec le requin, tu sais, tu l'as déjà dit? Non, mais ça, c'est la partie. Non, je les ai pas comptés dedans. Ça, c'est Squalo et Tiziano, mais c'est pas eux. Dans le train, il y a Mélonnet. Oui. Babyhead, il compte pas? Non, c'est le stand. Donc Mélonnet et il m'en manque un. C'est celui qui se bat contre Fugo. Ah oui, Illuso. C'est ça, voilà, les 9. C'est Illuso que j'oublie tout le temps. Clap. Il a des jolis cheveux. C'est tout ce que j'ai retenu de ce personnage. Qui a le point, du coup? Alors, je pense qu'on peut le partager. Hein, tous les 3, ouais. J'ai dit 9. J'ai dit 9 totalement au hasard, si je suis hyper honnête. Non, à peu près. C'est ça. Donc là, c'est plus de la culture G. Que signifient les noms de vos personnages en VF? Je l'avais regardé en plus. Parce qu'on le dit pas, on l'a peut-être pas précisé, mais les noms en tout cas de Golden Wind, c'est beaucoup de noms de nourriture. Orange. Oui, orange. Naranja, c'est orange. C'est de l'espagnol, hein. Alors, c'est un mélange entre l'espagnol et l'italien. Parce que orange, je crois que c'est arancha. Et en espagnol, c'est naranja. Du coup, c'est un mix des deux. Merci l'espagnol, voilà. Mes cours d'espagnol du lycée. Bravo, c'est orange. Diavolo, c'est pas le diable? Si, c'est le diable. C'est le diable, donc c'est pas du tout. Pas du tout. Non. Si, mais t'as des pizzas, Diavolo. Alors, je vous donne pizza, on fait un placement de produit. Voilà une pizza, Diavolo. Diavolo pepperoni. Pizza, ouais. C'est vrai, c'est le typique. Un Diavolo menthe, s'il vous plaît. Merci, Paul. La Diavolo, vraiment. Merci, Paul. Et Ghiaccio, du coup? Je sais pas. Ghiaccio. C'est en rapport avec son stand. Oui, c'est de la glace. C'est de la glace. Oui, c'est ça. Voilà. Et comme il y avait sorbet et gelato, et je me suis dit, est-ce qu'il y a un troisième? Non, ils ont fait. Oui, je sais pas. C'est des crèmes glacées. Il y a toute une nuance en fait. D'accord. Bon, là, pareil, un petit peu de culture G va être nécessaire. Dans quel monument historique l'équipe de Giorno doit-elle conduire Trish pour qu'elle y retrouve son père? Donc, vraiment, le tout dernier épisode de la saison 1, ça se passe dans un monument italien. Non, le Colisée, c'est la fin de la partie 2. On est sur la fin de la partie 1. On est là sur la fin de la partie 1, oui. J'étais bon, mais c'est ça. pour la bonne question. Venise à ce moment-là. Non, ils sont. Oui, ils sont à Venise. Ils sont à Venise. Qu'est-ce qu'il y a à Venise? La place. Non, c'est un. Le grand bâtiment. Ça ressemble, ouais. C'est une grande tour. Puisqu'il n'y a pas. Moi aussi, j'avais failli, mais c'est plus haut. Ouais. Je me souviens. C'est Je me souviens très bien de l'instruction de Diavolo qui dit il n'y a pas d'escalier, prenez l'ascenseur. Et c'est là que tout part en vrille. Oui, ce bâtiment-là. Je peux vous donner les propositions pour vous aider un petit peu. J'ai la basilique de San Giorgio Maggiore, avec mon super accent, le palais des Doges, le pont des Soupirs ou l'église Santo Stefano. La première ou la dernière, de toute façon. Il n'y a pas d'ascenseur dans une église. Alors ça, je pense que c'est une interprétation. Alors l'église. La première ou la dernière? Ouais, une des deux. Allez, ça peut. Je réduis 50-50. Redis la première avec ton accent magnifique. La basilique de San Giorgio Maggiore. Ah, mais comme il y a Giorno dedans. La basilique. La première. Oui, c'est ça. Voilà. C'est la première. C'est un point pour nous trois. Ouais. Exactement. D'ailleurs, petite info, je crois que dans la VF, Bucciarati parle d'église, et quand j'ai fait mes recherches, non, c'est bien une basilique, donc je prétendrai pas connaître la différence. Mais du coup, oui, je sais pas du tout quelle est la différence entre une basilique et une église pour le coup, mais voilà. C'est plus grand. C'est plus mythique. C'est ça. Mythique, mais il y a un ascenseur dedans. C'est tout ce que j'ai à dire. Touriste, quoi. On revient sur Naranja, du coup. Okay. Avant d'être envoyé en prison, Naranja est blessé par un policier. À quel endroit? Il lui faut un coup de boule. Fastoche. Ah bon?
Comme sa mère. Voilà. Dans mon enfance, là Ah, je pensais que ce serait une question facile. J'ai Ben bien non, fait de la parce poser. que je me... Il touche toutes les parties du corps. Alors attends. L'oreille? Non, c'est l'œil. Quel œil? Ah bon? Ah ouais. L'œil gauche. L'œil gauche. Super. J'ai doublé ça, moi? Oui. Il y avait doublé dessus ou j'ai pas vu la séquence? Bah, je me rappelle plus. Oui, il se prend un coup de tête d'un policier et la blessure ne guérit pas. Ah, il se prend pas une balle? Non, un coup de boule. C'est quand tu te fais choper parce que tu te fais une couleur de cheveux et tu te fais choper à cause d'un autre mec qui t'embrigade dans un truc et oui, le petit con, te fait passer pour toi. Ça. Ouais. Ah oui. Et du coup, il est persuadé en sortant de prison qu'il a la même maladie à l'œil que sa mère et qu'il va oui, mourir. c'est vrai, mais bien sûr, oui, ok. Dommage. Bah, désolé. Non. Je suis pas à jour, là. Bon, celle-ci, elle est ultra facile parce que on en a parlé. Voilà, t'as spoilé tout mon quiz. Quelle expression Ghiaccio juge-t-il comme étant une expression à la con alors qu'il s'énerve en voiture? Remue ciel et terre. Quelle expression à la con. Ah voilà, c'est ça qu'on attendait. le petit grain de folie. Alors, il reste 2 questions. Approximativement, combien de membres compose la Passione? Approximativement. Je demande pas le nombre exact parce que je le connais pas. C'est avec tous les lieutenants. Non, ils le disent à un moment donné. Oui, ils le disent. font une espèce d'organigramme. Ah ouais. C'est ça. Alors Peuple, combien 80 ça... Non. Plus. Je dirais 1000, 10 000. Ah ouais. Comme ça, c'est pas ça, non? J'ai C'est pas... 50, 400, 900 ou 1500. 50. 900. 900. Moi, j'aurais dit 900 aussi. Hein. Ouais, 900. Alors, les noms. Laurent. Dès qu'il y a un 9, je vais dessus, moi. 900. Allez. Narancia. Narancha. Alors, Narancha. La revanche. C'est ça. Et la dernière, bon, on l'a un petit peu abordé aussi. Est-ce que vous pouvez me donner les noms en VO des stands de vos personnages? Bien sûr. Voilà. Aerosmith. Oui, je pense que c'est le plus simple. Et vous, du coup? King Crimson. King, c'est ça? Attends, moi, King je dis Crimson. Emperor Crimson. Ça, c'est ce que je dis en VF. Ouais. Emperor, hein, pas Emperor. Emperor en VF. C'est les blagues de comédien. Et non. Si, c'est ça, King Crimson? Oui. Ouais, c'est ça, King Oui, Crimson. oui. Par contre, je sais pas à quoi ça fait référence. J'ai pas été voir. Crimson. Parce que du coup, je le dis pas. Donc, Non. c'est sûrement encore un album de rock ou un truc comme ça, non? Ouais, je sais pas. Je sais pas. Je suppose aussi. Ouais. Et pour Ghiaccio, du coup? Moi, c'est pas. Attends, je l'ai su. Parce que moi, c'est un truc un peu bâtard en plus. C'est White Ice. Ouais, ça, c'est la VF, du coup. Et je me souviens du nom de l'attaque, mais. Je sais plus. Je l'ai su, mais je sais un plus. truc de musique aussi? Oui, certainement. C'est White Album. White Album, voilà. Voilà. C'est Beatles, c'est ça? Ou des... Je crois, oui. Il me Ouais, c'est semble. Je l'album, l'ai su, ouais. je ne sais plus. Voilà. Gently Whips. Qui a gagné, du coup? Alors, c'est Laurent qui a gagné avec 6 points. Bravo. Paul, 5. Applaudissez-moi. T'as perdu? Eh oui, je me suis Ah, empêché t'as de jouer. Oui, il était... Non, je l'ai vu. Le plus logique aurait été que je sois dernier. T'as été beau joueur, Alan. C'est tout à ton honneur. Non, je crois qu'il voulait vraiment gagner. Non, là, tu m'aurais posé des questions sur la partie 1 ou 2, enfin la Phantom Blood ou Battle Tendency, je pense que j'aurais été plus calé. Golden Wind, ça fait une petite année maintenant, déjà. Ben ouais. Alors maintenant, vous avez l'occasion de vous rattraper avec... avant de terminer l'émission, on a une dernière petite rubrique qui, normalement, c'est la Darbox. Alors la Darbox, qu'est-ce que c'est? La Darbox. C'est une de nos premières émissions de doublage. On l'avait fait avec Richard Darbois. Yes. Et on avait créé une Darbox, c'est-à-dire une boîte où il piochait des répliques et il devait deviner de quel rôle provenaient ces répliques. Là, j'ai changé un peu le concept. D'habitude, c'est notre collègue Thomas qui est avec nous. Mais là, il est en vacances. Donc, il peut pas faire l'émission. C'est pas vrai, ça. On est là. Travail. Et il a pas vu Jojo, surtout. Donc, virez-moi ce gars. Aucun effort. Il est déjà pas là, donc tant mieux. Je sais pas qui c'est. Si tu nous entends. C'est un mec pas Sortez. fiable. Il est pas fiable. Qu'est-ce que c'est que ce mec? Les absents ont toujours tort. Moi, je suis revenu de vacances, hein.
Ouais. Je tiens à le dire. C'est vrai. Uh-huh. Il a fait l'aller-retour. Pas que, mais quand même. C'est pas parce que t'avais une connexion à Paris du tout que. Non, c'est vrai, je suis revenu. Non, il est revenu. Ah, c'est génial. Classe. Ça. Super. Après, Alan m'a C'est filé classe. du boulot aussi. Enfin, voilà. C'est arrangé, toujours l'argent. C'est pas vrai. Je tiens à dire que ce n'est pas vrai. Il faut savoir comment parler à Paul. C'est pas vrai. En fait, t'as vraiment la personnalité de Narancha. En fait. Ah, bien sûr. Quand je m'énerve, ça peut aller trop loin. Alors, du coup, j'ai transformé un peu le set d'Arbox en blind test. Okay. J'ai sélectionné quelques. J'ai pris quelques petits extraits d'animés cultes. Ok, je vais gagner. Et on va voir si vous avez déjà. Il faut deviner quel animé. Et, si possible, les comédiens qui incarnent les personnages. Ok. Ah, pas les personnages. Les personnages, si vous voulez. Ouais. Il se rajoute une difficulté. Ouais. Tu veux jouer? Vas-y, dépêche-toi, pose-moi ta question. Stop, qui suis-je? Je suis un animateur de France 3, je suis déguisé en noir. Ça, Connor. Négatif, je suis une mythe en pull-over. Alors, qu'est-ce que je vais mettre en premier? Il y a des trucs trop faciles aussi. Allez, on va mettre ça. C'est un vrai régal. Oh, quel goût divinement exquis. Cette texture légère et terriblement croustillante. Quel bonheur de la tremper dans la tremper dans quoi déjà? De la sauce, tout simplement. Ah oui, de la sauce. Ce doux parfum est une œuvre d'art. Mes papilles sont en admiration. Food Wars. Ah, j'ai mis exprès cet extrait pour voilà. Ah, mais moi, j'y connais pas grand-chose. C'est pas Food Wars. Hein. C'est pas Bruno Meyer? Oui. Ah oui, c'est Bruno Meyer, bien vu. Ah, bien. T'as le nom? Ouais. J'ai le nom de l'acteur, Bruno Meyer. Ouais, c'est Bruno Meyer. Et c'est dans un animé qui est assez récent, mais qui est la suite d'un animé culte. Et c'est un personnage, une espèce de dieu. C'est pas Dragon Ball. Si, c'est Dragon Ball. Ah, c'est les super. Ouais, c'est Dragon Ball. J'ai hésité à le dire au pif, pas au pif, mais. Ouais. Tu me dis un. Ouais, ok. Non, mais il faut que je les vois en plus. J'ai toujours pas vu. Ils sont bien, non? Bah, moi j'ai bien aimé. Après, c'est vrai que comparé à Dragon Ball Z ou. Ouais, mais avec les GT entre les deux, si tu veux, oui, je pense que ça fait du bien de retourner. Ouais. Ok. Et donc, c'est le personnage de Whis qui est interprété par Bruno Meyer qui prend toute qui est un peu une rôle de composition. Oui, parce que j'ai mis un petit moment à le reconnaître. Ouais. On reconnaît un peu son petit côté. Et qu'on espère recevoir très vite pour l'attaque des Titans notamment. Donc voilà, s'il écoute le podcast par le plus grand des hasards, il va falloir qu'il vienne ici. Ok, alors deuxième extrait. Mais maintenant que je viens d'avoir la confirmation de certaines choses, j'agirai d'autant plus efficacement que je n'aurai plus de doute. Ah, je vois. Eh bien, toi, en revanche, tu me surprends beaucoup. Death Note. C'est ça, c'est Death Note. Alexis Thomasian. C'est ça. Et est-ce que vous savez qui double Ryuk? Bah oui, c'est Emmanuel Carsen qui double Lucas Larme à l'œil dans Jojo. Ouais, ça, c'est aussi un personnage qui est là le temps d'un ou deux épisodes et qui m'a glacé le sang. C'est dommage qu'on voit plus après parce que bon, il finit mal, mais ouais, mais il s'est bien amusé sur le personnage. Ouais. Qui dans Jojo? Emmanuel Carsen, il fait Lucas Larme à l'œil dans le premier épisode. Je ne croise pas. Ah oui, mais je l'ai vu. Ouais, il prend cher. Ouais. Ah oui, il prend cher très vite. Ouais. Oui. Mais il est cool. Ouais, il est cool. Ouais, il s'est bien amusé. Et pour resituer Emmanuel Carsen, c'est notamment une des voix de Sean Penn. De Daryl dans The Walking Dead. Je pense que ça parlera peut-être à plus de gens. Beaucoup. Oh, voilà. Sean Penn quand même. Oui, mais on s'adresse à une génération voilà, peut-être qui Ouais. connaît peut-être plus The Walking Dead que Sean Penn. Mais enfin, je parle en ma qualité de 96. Hein, après. J'allais critiquer. Ta qualité de 96. Ça ne nous rajeunit pas. Alors, prochain extrait. Ça aussi c'est en qualité de 96, Manon. Tu dois connaître, je pense. Et il est pour toi. Il te permettra d'aller vivre ailleurs. Et il vaut mieux que tu partes très vite maintenant. Pourquoi veux-tu me donner cet argent? Parce que je me sens un peu responsable de la mort de ton frère. J'étais son ami, je devais le protéger. Si tu restais ici, il pourrait arriver un malheur à toi aussi. Pauvre Tony, cette bague me fera penser à lui chaque fois que je la regarderai. Et de cette manière, il sera toujours là, à mes côtés. J'aurais dit Nicky Larson. Moi aussi. Oui, c'est ça. Mais Vincent Ropion. Ouais, exactement. Et Mickey Sébastien, non? Non, c'est Daniel Doué. Ah. C'est Carl Laura. Ouais. On peut rien. On fera ça plus tard. Hein. On n'est pas filmé. Peut-être.
Donc bon, il y a Nicky Larson, animé culte aussi. Vous regardiez ça? Un petit peu. Ouais, un petit peu. En rentrant du collège. C'est passé sur MCM. Je sais pas de quelle année était. MC, moi j'avais. Dans les années Est-ce que ça 2005? passait sur RTL 9 ou un truc comme ça? T'étais au collège en 2005? J'étais au lycée. Ok. Ah oui, donc on n'a pas. D'accord. Ouais, j'étais au lycée. On a sensiblement le même âge, je crois. Bah ouais. Bah voilà. Oui, c'est ça, on a. Ouais, 2005, j'étais au lycée. Oui, j'étais au lycée. Collège. J'étais en maternelle, moi. J'étais en maternelle, ouais. En maternelle, j'avais déjà cette voix d'ailleurs. Papa. Disons que toutes les billes me revenaient. Sans jouer. Je précise. Et ben, moi, c'était le Club Dorothée, donc c'était un peu plus. Non, mais moi aussi, moi aussi, Club Dorothée. Ouais. Alors. Si, Dorothée. Je connais de noms, mais. Clara et moi, on se regarde depuis tout à l'heure parce qu'on comprend pas de quoi vous parlez. Ah oui, non, mais je parle même pas avec toi en fait. Quelle année toi? Un peu avant. On a quasiment le même âge. Je suis plus vieux que toi. T'as quel âge? On avait discuté une fois. Ouais, mais 34. Ah ouais. Ah oui, bon, on n'est pas très loin, j'ai 32. Ouais. Le club de rookie. 90, moi. 6. 86. Je l'ai fait pas, donc ça. Je suis 89. C'est confidence des âges, c'est bien. Ça veut dire un blind test sur l'âge. C'est pour ça qu'on va attirer du monde sur le podcast. Ouais, c'est sûr. Toutes les générations, là. Alors, prochain extrait, ben là, on va voir si on est fan de cette série. Vous trouverez tout de suite, sinon ça peut être compliqué. Ah yeah, j'ai fini. Ouais, bien, monsieur. Va juste falloir que je regarde à l'intérieur de votre trou du cul. J'ai pas besoin que vous me torchiez le cul, vous savez. Je suis un adulte, je sais le faire tout seul. Et ça, vous êtes un grand garçon, n'est-ce pas, monsieur? Tout à fait, je suis un grand garçon. Ça, c'est un grand garçon, monsieur. Je suis un grand garçon. Je suis allé sur le pot comme un grand. C'est ça. Tu disais, voilà. South Park. Et c'est Thierry Vermut qui fait la voix du. Ouais, je le reconnaîtrais. C'était aussi la voix de Tintin et tout. Ouais. C'est qui fait la voix de Gérald Broslovski, avec son petit accent juif. Et en face, qui c'est? Le personnage c'est une personnage de flic, mais je sais pas qui c'est. Ah, c'est mal. Ouais, je sais pas qui c'est parce qu'en fait dans cet épisode-là ils se font surveiller quand ils vont aux chiottes et il y a des flics qui sont là pour surveiller comme ils disent leur trou du cul. Donc c'est assez rigolo. Mais pareil, ça South en fait dans Jojo. Ouais. South Park, c'est costaud. Ouais. Bah justement, South Park, vous êtes fan ou pas vraiment? J'ai jamais. Si je tombe dessus, je regarde avec plaisir, mais j'ai jamais suivi. Comme Paul. Pareil aussi. Je pense que ça arrivait mais un peu trop tôt pour moi. c'est tellement identifié que tu reconnais même si t'as jamais vu. Moi, je suis plutôt, j'étais plutôt Simpson ou les Griffins. J'adore les Griffins. Simpson, moi. J'étais petit quand il y avait South Park et j'étais pas fan du tout des dessins à l'époque. Alors que maintenant, je trouve ça génial et les propos. Quand tu découvres ça à 8-9 ans, c'est un peu rude. Alors que la série, enfin l'animé est trop bien. Et puis pour le coup, c'est une DVF qui aussi fait l'unanimité parce que ils ont pu vraiment faire un peu tout ce qu'ils voulaient là-dessus et c'est irrévérencieux. Non, moi je suis vraiment très très fan de South Park et justement on se fait plaisir avec un autre extrait de South Park. Là vous n'avez pas besoin de deviner, mais c'était pour un petit hommage aussi à Jojo et son côté aussi, ses envolées lyriques très marrantes. Et vous pouvez pas vous manier un peu, bordel de merde! Je suis à 2 doigts de me jeter dessus et j'exige qu'on me laisse accéder aux toilettes là, tout de suite! Ok, ça vous dérange si avant je vous palpe les couilles, monsieur? Bien sûr que ça m'emmerde! Et moi je peux vous les palper, vos robignoles! La voix qui parle. Il est excellent. C'est génial. Oui, Christophe Lemoine dans le rôle de Cartman. C'est excellent. Oui, évidemment. Et assez dingue. Et je trouve que justement il y a un peu une filiation avec Jojo dans ce côté déjanté. Nerveux. Est-ce que Cartman, c'est Narancha, c'est le Cartman Une liberté de ton aussi. Ouais, là quand tu l'entends, c'est ça, je pense qu'il était très libre, donc oui, il y a un air. Sur le côté, on peut faire ce qu'on veut dans l'énervement, quoi. Voilà. Il est complètement fou. Voilà, le quiz est terminé. Enfin, le blind test. Donc vous avez plutôt été bon, hein, bravo. Qui a gagné? Est-ce que j'ai noté? Non, t'as pas noté. Si, j'ai noté, mais j'ai mis 3 partout. Mais qui c'est qui a trouvé South Park? Je sais plus. Moi. Donc c'est Alan qui a gagné. Voilà. Puisqu'il y avait 3 quand même. partout et que. Juste. C'est Alan qui a gagné? Oui. Faites péter les billets. On a le droit d'emporter un truc ici, je crois. C'est ce qu'on s'était dit au début. Depuis tout à l'heure, il lorgne sur des. On aurait dû faire 3 jeux pour laisser à Paul une chance de remporter. Attends, j'en ai trouvé un, je suis content. Animé plus comédien.
T'as bien fait de venir, Paul. Ouais, je vais faire un coucou, moi. Bravo, tu peux. Je suis encore dans mon perso, je peux pas gagner à des jeux comme ça. Non, mais c'est une idée, on pourrait faire gagner un truc qu'il y a ici. Hein. Ouais. Non, moi je préfère la thune. C'est une mallette de poker, ça. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. De poker. Bah, tu gagnes des thunes avec. Mais je joue pas. Ah, c'est dommage. Ouais. Alors. Ouais. Bon, j'ai perdu ma fille. On va finir en impro total. Et c'est l'heure justement de notre dernière partie avant de terminer ce podcast. C'est la reco VF, c'est-à-dire on recommande une série ou un film qu'on peut voir que en VF. À VO, c'est pas possible. Manon, si tu veux commencer. En général, je prends des recos qui ont un petit lien avec nos invités. Alors je suis désolée Paul, j'ai pas du tout vu autre chose de ce que tu as fait à part Jojo, mais c'est prévu parce que j'ai beaucoup aimé ta performance et que j'ai envie de voir ce que tu as fait d'autre. Merci. Voilà. Donc pour Alan, je me suis dit que j'allais recommander Psycho-Pass parce que c'est un animé dans lequel tu as doublé le personnage principal, oui, Kogami. C'est mon tout premier. Voilà. Et que j'ai trouvé vraiment exceptionnel, aussi bien au niveau de l'histoire qu'au niveau de la VF. Enfin, il a été longtemps sur Netflix, je crois qu'il y est plus. Donc je sais plus qui a les droits. Je me demande si c'est pas Amazon qui les a rachetés. Mais voilà, si vous avez l'occasion, regardez Psycho-Pass. C'est un univers cyberpunk vraiment presque dystopique où on peut mesurer le taux de criminalité d'une personne avec une machine avant même qu'elle ait fait quoi que ce soit. Et en gros, si vous avez un taux de criminalité élevé, on vous fout en prison au cas où vous décideriez un jour d'exploser un bâtiment ou de tuer quelqu'un dans la rue. Voilà. Donc, on parle de Psycho-Pass ou du pass sanitaire? Psycho-Pass sanitaire. Il y a un concept de fou. T'as peut-être la Covid, monsieur. Non, c'est pas vrai, je suis vacciné. Ouais, c'est ça, on la fait pas, mon Psycho-Pass. Il y a un vrai concept à exploiter là. C'est un univers qui est assez dingue, hein, Psycho-Pass. C'est un univers qui est dingue et alors la saison 2 est certes un petit peu moins bien. Enfin, je pense que tout le monde est d'accord pour le dire, mais la saison, parce qu'il y a plus Kogami en fait. Il y a plus le personnage que tu doubles, donc c'est peut-être aussi pour ça que... Enfin bref, mais la première saison est vraiment très bien, il n'y a que 10 épisodes, donc ça se regarde très très vite. Et ouais, ça te retourne le cerveau. Tu te dis, vaut mieux pas qu'on arrive à ce stade d'évolution parce que on finirait tous en tôle, je pense. Donc voilà, donc regardez Psycho-Pass. Du coup, est-ce que vous avez une série culte ou un film culte que vous pouvez voir que en VF? Genre, par exemple, on pense à Retour vers le futur. Les gens se disent souvent, bah moi c'est que la VF. Et vous, est-ce que vous avez quelque chose où c'est que VF ou non? Il y a plusieurs, mais c'est plutôt des films des années 90. Moi, il y a un film dont j'adore la VF, c'est Ghost, avec Richard Darbois, Maïk Dara, qui est ma marraine de doublage. Et je trouve que le travail de tout le monde, et particulièrement Maïk sur Whoopi Goldberg, est dingo. Enfin, c'est incroyable. Et je trouve que c'est une des VF qui m'a je crois que c'est une des VF qui m'a le plus marqué. Donc Ghost, c'est vrai que j'adore vraiment la VF, à tel point que je crois que j'ai jamais vu la VO. J'ai jamais eu la curiosité de zapper. Et plus récemment, une série que j'ai découvert qui s'appelle The Act, qui est une série incroyable, vraiment, tirée d'une histoire vraie, et la VF est somptueuse, et je crois que c'est Thierry Vermut qui l'a dirigée. Avec Françoise Cadol notamment qui double Patricia Arquette. La VF est incroyable, vraiment j'ai adoré. Donc si vous connaissez pas, regardez The Act. Ok. Moi j'en ai une, mais c'est pareil, c'est un film des années 90, mais c'est un film que j'ai essayé de voir en VO. Je l'ai vu en VO, mais ça m'a vraiment, je me suis dit mais je peux pas en fait. Enfin, je sais pas si c'est le souvenir ou c'est parce que les acteurs avaient plus de... Bon, il y a Bruce Willis dedans. Donc je pense que ça fait l'unanimité que c'est mieux en VF, quoi. Et toi t'as pas... Non, j'ai essayé de deviner ce que t'allais dire. Mais... C'est Pulp Fiction. Ah. C'est Pulp Fiction. Je peux pas. En plus il y a la voix de Marcellus Wallace où ils prennent une. C'est encore plus marquant en français. Il fait une voix comme ça. Il fait alors salut. Il fait vraiment hyper enveloppante et tout. Et c'est tellement drôle. Enfin, et je trouve qu'il y a plus d'humour en français. Ça pulse plus. Moi, je parle vraiment bien anglais. Et je vois en VO comme en VF, il n'y a pas de souci, mais là je trouve que ça, ouais, en VF c'est mieux, quoi. Il y a plus d'énergie, quoi. Voilà. Donc, mais il y avait un petit truc, les comédiens devaient avoir une plus grosse liberté. Je pense qu'ils ont une plus grande liberté. 90-2000, ouais, bien sûr. C'était parce plus que de les temps, 5e élément, tout ça, c'est des films. Et puis même, c'est pas forcément des match voice, et on s'en fiche un peu en fait. C'est une question d'énergie, quoi. C'est en premier l'énergie, et après on voit, quoi. On cherche moins à reproduire.
C'est ça, ouais. C'était plus créatif dans le. Voilà, alors qu'aujourd'hui les séries, c'est vrai qu'aujourd'hui on essaie plus de se rapprocher. C'est aussi une question de temps aussi, je pense, et de voilà. Et ouais, c'est peut-être un peu plus aseptisé aujourd'hui, c'est vrai. Donc voilà, moi je rêve d'avoir juste plus de temps et un peu plus de liberté, peut-être. Ça serait pour qu'on revienne à ce que tout le monde dit, c'était mieux avant. Et oui, je pense que c'est dû à ça. C'est dû à tous ces éléments qu'on vient de citer. Donc je me plains pas du tout, j'adore mon boulot, mais je l'aimerais encore plus si. Même tu vois Professeur Folding en VF. Ouais. C'est incroyable. Professeur Folding, c'est magique. C'est dingue. Et je sais pas si on ferait quelque chose comme ça encore aujourd'hui. Et un film qui est... Ah oui, et il y a Hot Shots 2. Alors là, c'est un de mes films préférés ever. Où je peux pas le mater quand c'est pas en VF, notamment parce que les Américains avaient cette petite tendance, Charlie Sheen, à parler un peu comme ça, parler un peu dans leur barbe, et en français il envoie quoi. Et je trouve que dans l'humour, il faut envoyer, il faut prendre des risques artistiques, et quand tu parles pas assez fort, tu prends pas de risques. Et Hot Shots 2 en VF, alors ça je le recommande à tout le monde, c'est incroyable. Je l'ai peut-être vu 20 fois dans ma vie, quoi, tellement c'est débile, hein, c'est complètement débile, hein. C'est y a-t-il un flic pour sauver la reine et tout ça, mais encore plus, je trouve c'est plus tenu, hein. Enfin voilà, je pourrais en parler longtemps, mais non. Et toi, Alan, est-ce qu'il y a un truc qui... Paul, c'est pas grave. C'est bien fait de venir. C'est Paul, non? Paul. Polo. Les deux me vont. Polo. Je vais faire le choix de facilité. Parce qu'en vrai, j'ai commencé très tôt à regarder de la VO. Moi, les Star Wars, les premiers, c'était en VO, quoi. Tout de suite, à 7 ans. Merci les grands frères, quoi. Ouais, un peu abusé. Je vais dire un film qui n'existe pas en VO, ce sera plus simple. Le Grand Détournement. Facile. Voilà, c'est de la parodie, que des meilleures voix de VF de tous les temps. Là, donc, Il y avait un film un peu comme ça sur les vampires, comment ça s'appelle? Avec Alexandre Astier. Le vampire en toute intimité. Ouais, c'est ça, c'est dingue aussi. C'est hyper rigolo. Mais c'est du détournement, mais trop bien. C'est une VF what the fuck, quoi. Ouais. Et après, un animé, enfin une série que j'aime beaucoup, ça partage, mais moi Rick et Morty c'est en VF. Je la trouve, j'ai eu pas mal de débats avec mes amis, je la préfère en VF. J'ai vu les deux, je préfère en VF. Donc je conseille Rick et Morty en VF. Voilà. Ça tombe bien, puisque la semaine dernière on avait fait un sondage sur notre compte Twitter Allociné pour savoir, on a demandé aux gens ce qu'ils préféraient, est-ce que c'était plutôt VO, plutôt VF. Donc on a eu là à peu près 1000 réponses, et à 58% c'était la VF. Donc ça donne un peu une idée des habitudes des gens. Et en France, mais je pense que d'ailleurs même que le résultat est plutôt bas comparé à si on faisait un plus gros panel. Je pense que c'est encore plus fort. Les gens regardent beaucoup de VF, contrairement à ce que beaucoup de pro VO viennent souvent. Oui, et puis quand c'est diffusé à la télé, il y a beaucoup de gens qui regardent en VF et qui ont cette habitude depuis très longtemps, et même dans des petites villes ou en province où il y a beaucoup de cinéma qui diffusent en VF et que en VF. Donc puis c'est bien, c'est accessible. Tout le monde n'aime pas lire des sous-titres, ne comprend pas l'anglais, donc mais c'est bien. Enfin, c'est la différence justement avec l'animation japonaise, c'est qu'on est plus vite rattrapé et tapé dessus, parce qu'il y a un noyau dur de version japonaise, mais on va moins taper sur une série qui va sortir sur Netflix par exemple. On va pas taper sur la VF, alors un animé, on a plus facilement tendance à taper dessus. C'est bien d'avoir le choix en fait. Mais ouais. Je sais pas pourquoi les gens te prennent la tête. Si tu peux regarder en VF, regarde en VF. Oui, on fait pas de la sorcellerie, quoi. Quand on fait de la VF, on n'efface pas la VO. En tant que doubleur, moi je regarde les deux versions et j'aime les deux. Et en fait, chacun fait à sa sauce quand il l'a envie, quand il le veut, quoi. Et d'ailleurs, tu utilises le mot doubleur. Je sais qu'on demande souvent à nos invités si ça les dérange qu'on les qualifie de doubleurs. Vous, ça vous dérange, ou vous préférez quand même qu'on vous qualifie en premier lieu de comédien? Alors moi je suis comédien, je double, enfin je prête ma voix à des personnages, je double, mais c'est un débat qui est un peu compliqué, puisque entre nous on dit j'ai doublé un tel, et en même temps on est comédien. Moi je suis comédien, mais si ça te fait plaisir de m'appeler doubleur, ça va pas m'empêcher de dormir personnellement, mais ouais, moi je m'en fiche. Mais oui, on est doubleur n'est pas un métier. Sur nos fiches de paye il n'y a pas écrit doubleur.
Alors apparemment, si, j'ai vu une vidéo de Brigitte Lecordier qui expliquait ce que c'était. J'ai oublié, donc désolé Brigitte, mais apparemment c'est un métier doubleur. Doubleur, normalement c'est les studios de doublage. C'est ça, d'accord, voilà. Donc non. Dubbing est un doubleur. Mais du coup c'est un peu c'est une histoire de si quelqu'un connaît pas bien le métier va m'appeler doubleur, je m'en fiche en fait quoi. Du moment qu'il fait référence très clairement au fait que j'ai doublé un personnage. Mais tout comme j'aime pas spécialement qu'on m'appelle comédien de doublage, parce que je fais pas que du doublage. J'exerce beaucoup au théâtre, je tourne pas mal, donc je suis pas comédien de doublage. J'aime pas les cases, donc à partir de là, comme j'aime pas qu'on dise comédien de théâtre, non, je suis comédien, t'es acteur, tu fais plein de choses. Tu fais de la voix off, tu t'amuses, enfin. Je sais pas, sur le contrat il y a écrit quoi? Il y a écrit interprète, non? Oui, artiste-interprète. Comme sur un tournage en fait, comme sur théâtre. On est des artistes-interprètes, on est des comédiens, des acteurs. Non mais c'est bien de le rappeler parce que c'est vrai qu'on le grand public peut avoir aussi tendance à penser qu'on peut être comédien de doublage comme ça, arriver et dire bien tiens je veux doubler une voix, et on se rend compte que c'est un métier d'être comédien. Nous on a eu la chance aussi avec Thierry Desroses d'avoir fait un atelier de doublage qui était organisé par Amazon il y a quelques temps, et oui pour l'avoir fait on se rend compte qu'il faut de la technique et qu'il faut le talent, un vrai talent, et qu'on s'improvise pas en tout cas comédien, et encore plus quand on est devant une barre de doublage. Donc c'est bien de le rappeler, donc merci beaucoup. Après, comment on arrive à comédien, il y a beaucoup de chemin. Oui, il y a beaucoup de chemin. Du travail. Mais travail, tu t'as employé le mot talent, moi je serais moins. C'est un mot que j'essaie de pas employer parce qu'en fait il s'emploie, mais je préfère dire travail parce que c'est vraiment quand on veut, on peut dans ce métier, mais il faut le vouloir fort. C'est ça, il faut le vouloir très fort. Et voilà. Il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher, Il faut bosser. Et il y a une grosse part de sensibilité en fait. C'est la sensibilité qui fait tout. Si on arrive à reproduire quelque chose, à comprendre ce qu'a joué un acteur en VO, c'est de la sensibilité. Puisqu'on est très fragile en fait, on s'en rend pas compte, mais quand on joue la comédie, on est très fragile, que ce soit sur scène, un plateau de tournage ou en doublage, derrière le micro, on s'ouvre en tant que comédien. Donc on devient hyper fragile parce qu'on est en ouverture totale pour essayer de capter ce que l'acteur a fait, de reproduire. Donc c'est pour ça que les commentaires qui peuvent... Une VF peut déplaire. Je l'entends, je le respecte, mais sur les réseaux, notamment Twitter, j'ai un peu de mal, mais les insultes faciles sur des comédiens, des comédiennes et machin, ça me dérange beaucoup puisque il faut voir en fait ce que les gens donnent sur un plateau, et du coup tout est une question de sensibilité. Et oui, il n'y a pas que le talent, je sais même pas trop ce que ça veut dire. On a je crois que tout le monde a une part de talent. Ouais, c'est ça. Un talent, c'est un peu ce qui est entre l'inné et l'acquis. Parfois, parce que tes parents, je sais pas, t'es un enfant de la balle, ou tes parents sont comédiens, forcément, t'auras plus de talent, mais en fait, c'est plus des choses qui sont rentrées en toi par perméabilité. Oui, et parfois, ça peut te desservir d'ailleurs. Tu crois bon dans un truc, tu oublies de travailler et tu deviens moins bon qu'une personne qui a travaillé. Et du coup, c'est pas forcément des gens qui ont fait des conservatoires, des machins. Ils ont baigné dedans, donc ils ont compris assez tôt. Et donc, oui, comme dit Laurent, c'est juste, il y a plein de chemins pour y arriver. Il n'y a pas un chemin. Moi, j'ai pas fait le conservatoire et je m'en porte très bien. Ouais, écoutez, je t'emmerde, Paul. Non, moi, je fais des gestes. J'ai fait d'autres choses. Moi, j'en ai pas fait non plus. Non, mais c'est de très belles paroles. Si des apprentis comédiens qui veulent se lancer dedans tombent là-dessus, le message est passé en tout cas. Ouais, faut pas lâcher, faut bosser. Ouais. Il n'y a pas de secret, faut travailler. Alors l'émission touche à sa fin. Je rappelle que JoJo's Bizarre Adventure Golden Wind notamment, et toutes les autres saisons sont disponibles, toutes les autres parties sont disponibles sur ADN et Crunchyroll. Je parle un peu sous la supervision de Manon qui est un peu plus... Et il me semble que les deux premières parties sont sur Netflix. Oui. Si vous voulez découvrir... En VO. Si vous voulez découvrir... Et en VF sur ADN. Ok. Si vous voulez découvrir, ça se passe sur ces plateformes-là. Et pour les autres plateformes, on vous laisse juge. Un petit teasing pour le mois prochain. Ça sera un mois sous le signe de l'espionnage, parce qu'on va recevoir le comédien Éric Herson-Macarel, donc la voix française de Daniel Craig pour Mourir peut attendre, qui sort le 6 octobre. Et on est très impatients. Il était sur JoJo saison 1. Ah, Éric Herson-Macarel. Oui. Il a fait Messina. C'est vrai. Eh bien écoutez,
On vous dit à très bientôt. Merci Alan, merci Paul, merci Laurent. Merci à vous. Merci à vous. Merci infiniment. Merci à Manon et merci à Clara derrière aux manettes. À bientôt, salut. Want the high-stakes stuff? The believe the hype stuff? The criminally good, emotional roller coaster, can't believe what you're seeing stuff? You know, the good stuff. AMC Plus has it all. Can't wait for the beginning of the end? Watch all new episodes of The Walking Dead 1 week early. Want to be chilled to the core? Set sail with the North Water, a thrilling Arctic drama starring Jack O'Connell and Colin Farrell. Plus, uncover gripping true crime content ad-free and on demand. Expect the epic with AMC Plus. Sign up today at amcplus.com. AMC Plus, only the good stuff.